Bienvenue, imprudent mortel. La dernière fois, j'avais évoqué avec vous la légende du « Es-tu contente de ne pas avoir allumé ?» Eh bien, vous avez été assez nombreux à penser qu'elle n'était pas vraie sous les commentaires YouTube. Et la moitié exactement d'entre vous la pensait vraie. Seulement sur Instagram. Donc on va dire qu'une majorité pensait qu'elle était fausse. Et vous aviez raison. Es-tu contente de ne pas avoir allumé est une légende qui circule depuis les années 1980, au moins. Elle était évoquée, elle aussi, dans le film Urban Legend d'ailleurs. C'est la façon dont décède un des personnages. Alors, on aurait pu se douter que quelque chose n'allait pas pour une simple raison. Et c'était que, effectivement, le modus operandi évoque un serial killer. Et pourquoi un serial killer aurait épargné 2 autres victimes potentielles? Surtout si il se méfie et pense que le fait qu'on ne l'ait pas vu grâce à la lumière éteinte ne garantit pas qu'il y avait quand même des témoins potentiels. Ça est le fait qu'utiliser le sang pour tracer des lettres sur le mur, c'est laisser de l'ADN partout. Mais pour sa défense, la légende existait avant les tests ADN. Donc du moment qu'il n'y a pas d'empreinte digitale, là c'est vrai, pourquoi pas. Il existe quelques variantes, notamment celle où c'est dans le canapé du salon que dort la colocataire qui est victime du tueur, et que c'est là que la retrouve le lendemain son ami infortuné. Mais encore une fois, et là bravo parce que presque tout le monde l'a vu, il y avait là l'indice, même les 2 indices qui donnent à penser qu'il s'agit d'une légende urbaine. Le premier, bien sûr, est que ça implique un tueur. Encore que celui-là, on sait d'où il sort. C'est parfois peut-être effectivement un peu dangereux de ramener chez soi un garçon qu'on vient de rencontrer. Mais même si ça peut être dangereux, il y avait un côté moralisateur. Et le fait qu'il y ait un côté moralisateur prouve assez bien qu'il s'agissait d'une histoire inventée. Ici, la morale est: les filles bien se mettent en couple, les filles pas bien ont beaucoup d'aventures, et parce qu'elles multiplient les aventures, elles risquent de mourir tuées par un serial killer. Ben voyons. Ce n'est pas vraiment le genre d'histoire qui encourage chacun à avoir la ligne de conduite qu'il ou elle désire. Il y a toujours ce blâme sur la victime, notamment la femme qui oserait avoir plus d'un partenaire de sexe masculin. Dans cette histoire, la victime n'est pas un homme alors que ça aurait parfaitement pu. Et hélas, c'est courant dans ce genre d'histoire. En voici une autre qui est toutefois peut-être moins évidente, bien que il soit toujours question d'assassinat. Mais cette fois-ci, nous suivons le point de vue des tueurs. Avouez que c'est beaucoup moins commun. J'ai été inspiré par l'histoire de la famille Bender, que j'ai racontée la dernière fois dans les contes cruels. Ces aubergistes, qui assassinaient de temps en temps certains clients, c'est hélas vrai. Mais ça m'a rappelé une autre histoire plus proche de nous dans le temps. Et là, à vous de déterminer si elle est vraie ou fausse, sachant qu'il s'agit d'un modus operandi presque identique. Alors voilà, il se situe à l'époque où la Tchécoslovaquie existait encore. Car aujourd'hui, il s'agit, comme vous le savez, de la République tchèque et de la Slovaquie depuis que le pays a été coupé en 2. Plutôt qu'ils ont repris chacun leurs indépendances respectives. Mais à l'époque dont je parle, il s'agissait encore de la Tchécoslovaquie. Plus précisément pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire concerne un couple tchécoslovaque qui s'est retrouvé avoir la nationalité allemande après l'invasion du pays par donc l'Allemagne nazie en 1938. Puisqu'ils étaient devenus donc allemands, ce couple s'est installé en Allemagne proprement dite. Mais ensuite la fin de la guerre est arrivée et après l'armistice, ils avaient de nouveau la nationalité tchécoslovaque. Mais ils étaient autorisés à rester en Allemagne, ce qu'ils ont fait. Ce couple avait eu 2 enfants, garçons et filles, mais c'est des choses qui arrivent, ils ont fini par divorcer.
Un divorce qui se passe assez mal, où aucun n'a envie de revoir l'autre, et où chacun revendique la garde des 2 enfants. Finalement, un juge trancha en confiant le fils au père et la fille à la mère. Le père, parce qu'il sentait que les choses n'allaient pas bien tourner, ne perdit pas de temps. Il alla s'installer dans ce qui allait devenir l'Allemagne de l'Ouest. Mais sa femme ne bougea pas, et elle habitait à l'époque dans ce qui était l'Allemagne de l'Est. C'était en 1949. La suite, vous la devinez peut-être, hélas, le pays fut partagé entre la RFA et la RDA, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Pour les plus jeunes parmi vous, ça veut dire que c'était à l'époque 2 pays différents et que sous le régime communiste, qui était à l'Est, il était absolument interdit, sans raison en tout cas considéré comme valable, de passer la frontière et d'aller rendre visite aux siens en Allemagne de l'Ouest, car on craignait les espionnages. Même se téléphoner ou s'écrire, c'était très surveillé. Et voici comment cette mère de famille perdit complètement le contact avec son ex-mari et son fils. Elle parlait souvent d'eux à sa fille, mais cela ne remplace pas évidemment l'absence. Et elle regretta beaucoup de ne plus revoir son fils aussi souvent qu'elle l'aurait souhaité. Dans ces conditions, il était évidemment impossible aussi de compter sur des pensions alimentaires. C'est pourquoi cette femme ouvrit un petit hôtel, plutôt une sorte de motel d'ailleurs, donc en Allemagne de l'Est. Les affaires allèrent tant bien que mal entre les années 50 et 60. Il est vrai qu'elle se trouvait pas loin de la frontière et qui plus est, une route qui longeait la dite frontière et qui était souvent utilisée soit par des personnes qui revenaient en toute légalité d'Allemagne de l'Ouest, soit au contraire par des Allemands de l'Est qui tentaient illégalement de franchir la frontière. Ils allaient souvent se cacher là. Donc, au départ, ça ne manquait pas de clients. La fille qui avait grandi aida d'ailleurs souvent sa mère à tenir l'hôtel une fois devenue adulte. Hélas, quand vers les années 1970, ce fut un autre son de cloche. Une autoroute s'ouvrit, elle était plus souvent employée maintenant par les gens qui partaient ou revenaient et franchissaient la frontière, et donc l'hôtel devient quasiment déserté. Il périclita pour ne pas mettre la clé sous la porte. La mère et la fille ne savaient plus que faire. Puis un jour, elles eurent un étrange coup de chance. Un client en très mauvaise santé, mais ça elle ne le savait pas, se présenta. Il se trouvait qu'il revenait d'Allemagne de l'Ouest, avec pas mal d'objets venus de là-bas qui étaient proscrits par ici, notamment du matériel hi-fi, haut de gamme pour l'époque, qu'il avait dans sa voiture et qu'il destinait à des compatriotes d'Allemagne de l'Est qui lui avaient demandé. Cet homme alla se coucher et le lendemain matin, quand on voulut le réveiller, il n'ouvrit jamais les yeux. L'homme avait succombé à une attaque cardiaque foudroyante dans son lit, avec tout ce matériel hors de prix dans sa voiture. La mère et la fille virent une opportunité. C'est-à-dire qu'elles gardèrent le matériel qui fut vite revendu à un bon prix et ne signalèrent pas qu'il y avait tout cela dans la voiture de l'homme quand sa mort fut rapportée aux autorités. Le problème, c'est que tout cet incident avait donné des idées à cette hôtelière et à sa fille. Pourquoi attendre que des clients ayant sur eux beaucoup de biens ou beaucoup d'argent décèdent d'eux-mêmes? Pourquoi ne pas les aider un peu? Et voilà, chaque fois que non seulement un client se présentait, mais qu'en plus, celui-ci ou celle-ci avait le malheur d'avoir sur eux soit de l'argent liquide, soit des objets de valeur, soit les deux, voire tout simplement une voiture qui semblait coûter cher, eh bien c'en était fini d'eux. La fille versait de la morora dans le repas que la mère apportait aux malheureux. Puis, le lendemain matin, les clients étaient retrouvés morts dans leur lit. La mère et la fille les enterraient ensuite dans leur jardin. Elles en étaient ainsi déjà une dizaine de victimes, quand un homme en provenance d'Allemagne de l'Ouest, lui aussi, s'arrêta chez elle un soir à l'improviste et demanda s'il y avait de la place, ce qui était le cas, puisque l'hôtel n'était jamais rarement très plein à présent.
Il avait un beau costume Armani, une Mercedes apparemment toute neuve, et quand il ouvrit son portefeuille pour payer, on vit beaucoup de billets. Autant dire que tous ces détails le placèrent immédiatement comme une proie potentielle, surtout que son coffre avait l'air d'être plein à craquer. Sûrement des biens venus de l'Allemagne de l'Ouest, là aussi. Son sort était scellé. On servit au pauvre homme une soupe contenant de la mort au rat. Ne se sentant pas bien, évidemment, l'homme alla vite se coucher. Et le lendemain matin, c'est sans surprise que la mère et la fille le trouvèrent raide mort dans son lit. Elles commencèrent donc le pillage en bonne et due forme. Pendant que la mère lui retournait les poches, la fille ouvrit le portefeuille, vida les billets, la carte bleue, puis tomba en arrêt sur la carte d'identité. Tiens, bizarre. Elle dit à sa mère que cet homme ne portait en fait pas du tout le nom sous lequel il s'était présenté la veille au soir. Il en avait donné apparemment un faux. Pourquoi ? Était-il donc lié au banditisme ? Méfiante, la mère lui dit « Donne-moi ça ». Elle vida le portefeuille. Elle trouva la carte d'identité et aussi le passeport de leur victime. Alors 3 choses, déjà, c'était en fait un compatriote tchécoslovaque, mais qu'elle ne l'aurait pas soupçonné parce qu'il n'avait pas d'accent. Son nom n'était effectivement pas du tout celui qu'il avait donné, mieux, son nom était le même que le leur. Un homonyme ? Pas sûr. Cette tête-là commençait à leur dire quelque chose. Et les soupçons, hélas, de la mère se confirmèrent quand elle vit que la date de naissance de l'homme, et son lieu de naissance aussi, correspondaient exactement avec ceux de son fils qu'elle n'avait pas revu depuis 30 ans. Est-ce qu'elle avait raison ? Oui. La mère et la fille avaient été incapables de reconnaître leur fils et frère parce qu'il avait tellement grandi et tellement changé en 30 ans. Mais c'était hélas bien lui. Pourquoi diable ne s'était pas présenté sous son vrai nom ? Ça aurait évité pas mal de ces complications. Et bien voilà ce qui s'était passé. Cet homme et son père s'étaient donc retrouvés en Allemagne de l'Ouest. La vie a été plus facile pour eux. Le père de famille avait fondé une entreprise qui s'était révélée extrêmement prospère. Mais il n'avait aucune envie de revoir son ancienne femme. Son fils, lui, au contraire, souhaitait beaucoup revoir sa mère et sa sœur, mais il ne savait pas comment faire. Finalement, son père partit à la retraite, le fils hérita de la direction de l'entreprise, et en ayant les moyens, il engagea un détective privé. Celui-ci retrouva la trace des autres membres de sa famille en Allemagne de l'Est et put lui donner l'adresse de l'hôtel. Ravi, l'homme, qui à présent avait 30 ans de plus donc, décida de se présenter là-bas et de leur faire la surprise en fait. Son idée, alors qu'il était parti avec des cadeaux plein son coffre de voiture, était de se présenter sous un faux nom. Parce qu'il était aussi curieux de voir si elle le reconnaîtrait malgré tout. Ce n'avait pas été le cas, mais c'était pas grave. Dans ce cas, il prévoyait de leur dire son vrai nom, et qu'il était leur fils et frère donc, le lendemain matin, puis de leur offrir de revenir avec lui, car il en avait le droit, en Allemagne de l'Ouest, où une vie facile dans son entreprise florissante les attendait. C'est ballot, hein ? Tellement ballot tout cela, et tellement terrible, qu'on en vienne à assassiner un membre de sa famille, que vous vous demandez peut-être si c'est vrai. Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Pas besoin de long discours, dites seulement vrai ou faux, selon ce que vous pensez que cette histoire est vraie ou fausse donc. Vous pouvez aussi voter sur Instagram, le lien est dans les commentaires. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, un prudent mortel.